Bonjour à toutes et à tous. On va entamer donc la deuxième partie de ce colloque international pour la deuxième table ronde consacrée à la reconfiguration, diversification des objets de recherche. Ce matin, on a insisté, différents intervenants ont insisté sur le fait que la prise en compte des rapports sociaux de sexe avait profondément bouleversé la manière de considérer le travail. Et ce qu'on va demander dans cette deuxième table ronde aux différentes intervenantes, c'est de réfléchir à cette centralité des problématisations sur genre et travail, sur d'autres champs de recherche, sur la manière de penser d'autres objets de recherche. En fait, si on partage le prémisse de la centralité des questions de genre et travail en lien avec les questions qui ont été portées par les mouvements féministes depuis les années 1970, donc il y a une centralité de ces questions, puis il y a aussi une précocité dans la recherche de la réflexion sur genre et travail. Et il y a peut-être eu dans d'autres sous-champs davantage de résistance à la prise en considération des problématiques de genre et d'intersectionnalité. Donc avant de les présenter, je vais exposer les deux questions que nous avons posées à notre table ronde. Dans votre champ d'expertise, en quoi l'approche articulée du genre et du travail a-t-elle modifié, élargi, diversifié les objets de recherche et en quoi a-t-elle affecté la manière de les appréhender? Et c'est une question qui se décompose en deux axes. Comme le temps de parole est court, nous vous avons demandé de regrouper ces deux questions en une réponse. Qu'avez-vous importé ou qu'avez-vous emprunté aussi dans les méthodes et concepts de l'analyse croisée genre et travail? Et quels effets, deuxième question, cette importation a-t-elle produit sur votre objet premier, sur votre domaine d'étude? Pour y répondre, donc, nous allons donner la parole par ordre alphabétique, en commençant par Beate Kreis, qui est sociologue à la Technische Universität Darmstadt. Et vous avez donc 8 minutes. Catherine Achin fera le maître du temps. Merci. Merci. J'ai fait autour de 1970 la sociologie de l'éducation, et avec une thèse de diplôme qui avait comme titre, je traduis un peu maladroitement plus ou moins, éducation comme orientation dans la famille ou vers le travail, la problématique de l'éducation des filles au lycée. C'est donc assez tôt que j'ai commencé à m'intéresser au sujet du genre, que j'ai quitté après. J'ai toujours fait, pendant très longtemps, la sociologie de l'éducation. J'ai travaillé sur des questions sur la relation éducation et formation et travail. Ensuite, surtout sur le marché du travail pour les diplômés des universités. Et c'est seulement à partir des années 1990, c'est-à-dire 20 ans après mon diplôme en sociologie, que j'ai commencé à nouveau de réfléchir sur le genre. J'ai fait à ce temps-là des recherches sur l'université et les institutions de recherche extra-universitaires sous l'angle de recherche, sur l'angle du genre. Et pour décrire un peu la recherche que j'ai faite depuis, c'est surtout femmes dans les carrières scientifiques en Allemagne, les mécanismes cachés du pouvoir. Et je me suis demandé, quand on m'a posé cette question pour aujourd'hui, pourquoi le sujet du genre, les relations de genre, pourquoi ce sujet est-il entré si tard dans ma recherche? Parce qu'il m'a préoccupée du point de vue politique et social pendant très, très longtemps. Et je pense que j'avais un problème avec ce sujet, un problème pour lequel je n'ai pas trouvé pendant très longtemps une solution. J'ai remarqué déjà dans ma jeunesse que les femmes en général ne se révoltaient pas contre leur situation dominée, au contraire,
Elle se soumettait avec plaisir à cette domination. Elle faisait tout pour plaire aux hommes. Bref, elle jouait le jeu de la domination masculine. Et pendant très longtemps, c'était ça qui pour moi était le grand problème, la grande question pour laquelle on devait trouver une solution, enfin, pour s'attaquer à laquelle, parce que s'il y a des relations de force, s'il y a la violence, à mon avis, c'est facile, il y a la violence, quoi. Hein, le problème, c'est pourquoi on ne se révolte pas. Hein. Et j'avais pendant très longtemps, je n'avais pas d'outils sociologiques pour comprendre ou pour expliquer ce phénomène. Quand on pense à la sociologie traditionnelle, classique, américaine, il y avait la catégorie de rôle social. C'est une catégorie qui ne connaît pas les phénomènes de domination. Donc, ce n'était pas utile pour mon problème. Il y avait le marxisme. Le marxisme connaît bien les phénomènes de domination, mais il les enracine dans les relations sociales entre capital et travail, et dans l'opposition de capital et travail. Là, on a du mal à insérer la catégorie de genre. On peut l'insérer, mais il faut d'abord savoir ce que c'est le genre et la domination dans les relations de genre. Donc, j'ai trouvé une clé dans les travaux de Bourdieu et l'intérêt qu'il porte sur la violence symbolique. La violence symbolique, c'est une pratique sociale qui utilise des catégories de pensée et de voir le monde des catégories de pensée qui, à leur tour, sont aussi des schémas dans lesquels les axes de domination valables dans une société sont inscrits. Avec ces schémas, avec ces catégories de pensée, la domination va de soi, elle n'apparaît pas comme telle. Donc, on peut comprendre pourquoi les femmes dominées, les femmes qui se font battre, et les femmes qui seulement disent « Ah bon, de faire des études à l'université, c'est pas pour moi, je fais plutôt une petite formation, et tout ça. » Donc, pourquoi les femmes qui évadent les régions du pouvoir, qui n'y vont pas, pourquoi elles le font, hein? Pourquoi elles font ces choix, en guillemets. Bon. Et après ça, j'ai fait des recherches sur les mécanismes de la domination masculine dans le monde académique, donc dans un domaine qui depuis très longtemps était mon domaine de recherche, que j'ai regardé avec des yeux tout à fait nouveaux, quoi, avec un regard tout à fait nouveau. Parce qu'en même temps, ces recherches sur la domination masculine ont aussi, pour moi, décrypté le fonctionnement du monde académique. Bon, ça c'est ma réponse sur la question, et je vais m'en arrêter là. Je vous remercie. Beate Kreis, nous allons maintenant donner la parole à Amélie Lerenard, qui est sociologue et politiste au Centre Maurice Alvax dans l'équipe Pro. Bonjour. Ça va, je suis assez près du micro. Non. Non. Je ne sais pas trop comment je suis censée faire. En fait. Je suis désolée, je vais devoir me coller à vous. D'abord, je vais présenter mes recherches. J'ai réalisé une thèse soutenue en 2009 et publiée en 2011 sur les styles de vie mobiles, professionnels et consuméristes adoptés par des jeunes saoudiennes vivant à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, dans le cadre de l'Arabie saoudite post-2001, je ne vais pas pouvoir détailler. Ma thèse croisait sociologie du genre, sociologie urbaine et sociologie politique, et la sociologie du travail n'y était pas a priori centrale. Cela dit, lorsqu'on s'intéresse au genre et aux espaces urbains, la question du travail salarié est incontournable, notamment dans des villes où il n'y a pas de transport public et où se déplacer coûte très cher. À la suite de ma thèse, j'ai fait une recherche en 2012 dans une banque multinationale située à Riyad. Il s'agissait d'une banque en joint venture et j'y ai fait une quarantaine d'entretiens avec des hommes de diverses nationalités et des femmes saoudiennes travaillant au siège. Il n'y avait pas de femmes non nationales employées à la banque.
Le personnel de la banque avait été en partie transformé du fait de la politique étatique de nationalisation des emplois, c'est-à-dire de remplacement des salariés non nationaux par des salariés nationaux. C'est dans le cadre de ce processus que la banque avait employé de plus en plus de Saoudiennes au siège, sachant qu'elles étaient déjà présentes en nombre dans le réseau d'agences exclusivement réservées aux femmes. Pour comprendre ces transformations, la sociologie des organisations, articulant genre, classe et race, m'a été très utile. Parmi les managers les plus haut placés, certains étaient occidentaux ou se définissaient comme tels, et certains étaient saoudiens. S'ils mettaient en avant des discours libéraux antisexistes, les femmes restaient confinées en bas de la hiérarchie dans leur très grande majorité. En revanche, ces personnes haut placées avaient des attentes normatives spécifiques à l'égard de leurs collègues femmes saoudiennes, comme le fait qu'elles soient, je cite, « occidentalisées ». Ainsi, l'impérialisme passait ici par la promotion de formes restrictives de masculinité et féminité professionnelle. Ces attentes restrictives excluaient de fait une partie de la population. Depuis 2012, j'ai démarré une recherche sur les résidents occidentaux, hommes et femmes à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette recherche s'inscrit dans les études postcoloniales et articule elle aussi genre, classe, race et nationalité, puisqu'il s'agit de comprendre la production des Occidentaux comme groupe hégémonique dans la société dubaïote, où 90% des habitants n'ont pas la nationalité émirienne. À Dubaï, la plupart des non-nationaux, y compris celles et ceux qui ont des nationalités dites occidentales, ont officiellement le statut de travailleurs temporaires, c'est-à-dire que leur visa est lié à leur emploi, sauf pour les personnes qui sont des, je cite, dépendantes. La vie professionnelle occupe une place centrale dans la vie sociale de Dubaï et cette vie professionnelle est marquée par des hiérarchies fondées sur la nationalité. Ainsi, dans la plupart des entreprises, le salaire dépend de la nationalité et cela peut varier du simple au triple. Cette pratique n'est pas le fait d'entreprises émiriennes, pas seulement. Elle est commune dans les entreprises installées à Dubaï d'une manière générale, y compris dans des entreprises françaises. Ces hiérarchies ont un effet évidemment considérable sur la construction des subjectivités et des sociabilités. En ce qui concerne les vies intimes et les loisirs des résidents occidentaux, là encore, le travail s'avère incontournable dans la mesure où tout ce qu'ils et elles apprécient à Dubaï, le luxe accessible, la, je cite, qualité de vie, le fait que tout est facile, découle du travail bon marché de personnes originaires de pays du Sud, mises à distance et altérisées par des processus qui impliquent aussi la race, la classe, le genre et la sexualité. La question du travail domestique et de service est ici centrale pour comprendre les modes de vie des personnes qui occupent des emplois dits qualifiés. Je pourrais en parler longtemps, mais pour me raccrocher à la réflexion générale, je voudrais expliciter quelques éléments. Les approches sur genre et travail en France ont articulé de manière utile genre et classe. C'est-à-dire qu'on pourrait en fait parler de genre, classe, de recherche sur genre, classe et travail. Elles ont éclairé utilement aussi bien les recherches sur les classes populaires avec des travaux sur les ouvrières, les nounous, les aides à domicile, etc., que les recherches sur les classes aisées avec des recherches sur les ingénieurs, par exemple. Mais comme j'ai essayé de l'évoquer, de manière évidente, le genre et la classe ne suffisent pas à comprendre et faire sens de toutes les hiérarchies sociales. Je travaille sur des sociétés urbaines où le genre et la classe ne peuvent être pensés que dans leur articulation avec la nationalité, les rapports de race et une forme de hiérarchie post-coloniale. Par exemple, les occidentaux et occidentales sont considérés comme plus compétents et bénéficient d'une forme d'essentialisation de l'expertise, comme occidentale, au sein d'un marché du travail globalisé. Si Dubaï en particulier apparaît comme un microcosme des inégalités vertigineuses de conditions à l'échelle planétaire, la structure sociale particulière de cette ville, où 90% des habitants sont non nationaux, ne fait que rendre plus visibles des processus qui ont lieu également ailleurs, sous des formes différentes. Par exemple en France, un pays qui a encore des colonies et dans lequel des frontières de genre, mais aussi nationales et raciales, alimentent la hiérarchisation des formes de travail et d'emploi. Or, j'ai l'impression que les questions de race et nationalité, en rapport avec genre et travail,
ont parfois été plus pensées dans le champ de la sociologie des migrations en France et pas forcément toujours intégrées au champ de recherche sur genre, classe et travail. Je pense par exemple aux travaux de Saba Chaïb ou encore Nassima Moujoud, qui se sont développés dans le champ de la sociologie des migrations plutôt que dans la sociologie du travail. Il serait intéressant pour la suite que ces réflexions se rejoignent et que l'on puisse interroger non seulement la racialisation des emplois touchant au travail domestique et aux services, mais aussi la blanchité majoritaire au sein des professions dites qualifiées et la manière dont elles s'articulent avec le genre et la classe, y compris à l'université. On pourrait ainsi appliquer les cadres de la sociologie des rapports de genre, classe et race dans les organisations de travail, à l'université française par exemple, et on pourrait alors peut-être mieux comprendre la blanchité très majoritaire, persistante du personnel universitaire statutaire, dans une société qui pourtant n'est pas blanche. Ces réflexions me semblent encore trop peu développées au sein de la sociologie française. Il me semble ainsi que l'approche genre, classe, race et travail permettra d'éclairer des situations variées et interconnectées. Elle présente des perspectives stimulantes de remise en question et des pistes prometteuses en termes de sciences sociales et de lutte politique. Merci. Merci Amélie Le Renard. Je passe maintenant la parole à Catherine Marie. Catherine Marie, qui est sociologue de la même équipe pro au Centre Maurice Alvax. Non, difficile de prendre la parole après Amélie, mais je voulais dire que pour moi, j'ai découvert très tardivement genre et travail parce que j'ai démarré mes études, ma carrière, dans un laboratoire à Aix-en-Provence, laboratoire d'économie et de sociologie du travail, où le genre n'était absolument inexistant pendant très longtemps. Et donc, ma première découverte, mon chemin de Damas, a été la rencontre, quasiment à l'âge de 40 ans, avec une sociologue des rapports sociaux de sexe, Anne-Marie Donne-Richard, qui est venue demander son rattachement dans ce laboratoire où nous menions des enquêtes sur les salaires des ouvriers et des cadres, des hiérarchies salariales, les rapports de classe, comme tu le disais si bien. Ça, oui, c'était très présent. Sur les chantiers navals, la sous-traitance, bref, tout ça, mais où les femmes étaient totalement inexistantes dans ce laboratoire, y compris parmi les chercheuses d'ailleurs. Elles étaient secrétaires, certes, mais pas chercheuses. Et donc, cette femme, Anne-Marie Donne-Richard, qui demandait son rattachement, lui a été refusée dans un premier temps parce que le Conseil de la Labo a dit le travail des femmes, c'est pas dans nos sujets de recherche. On travaille sur le travail, pas sur le travail des femmes. Alors là, ça a été mon chemin de Damas. J'ai dit c'est n'importe quoi, il y a un problème, et j'ai soutenu sa candidature, qui finalement a été acceptée, et nous avons travaillé ensemble. Mais malgré tout, j'ai eu du mal à m'acclimater toujours à ces recherches sur genre et travail, les rapports sociaux de sexe, parce que je trouvais que c'était une vision un peu misérabiliste de mon point de vue, parce que mon problème, c'est que moi, j'avais été construite pour apprécier ce que faisaient les hommes et les recherches sur les hommes. J'avais fait des études masculines, de l'économie. D'ailleurs, le genre a produit sur moi un changement disciplinaire. Mon deuxième changement de Damas, je suis passée de l'économie à la sociologie, et toujours grâce à ces chercheuses sur le genre. Radical changement disciplinaire, et donc j'ai eu un peu de mal au début, mais ce que j'ai aimé dans cette recherche, c'est que ça rejoint une préoccupation qui me tenait à cœur, c'est justement ces filles qui échappent un peu à l'ordre du genre en optant pour des domaines qui sont réservés aux garçons. Alors les mécaniciennes, les soudeuses, voilà, des métiers vraiment où il y avait 2% de filles dans les études, voilà. Et Anne-Marie donc m'a accompagnée dans cette affaire, et moi j'étais plutôt sociologue de l'éducation, et elle plutôt sociologue du travail, et nous avons eu le genre en commun. Et puis petit à petit, ensuite je suis venue à Paris, j'ai rencontré Michèle Ferrand, qui elle aussi m'a paru quelqu'un aussi avec qui je me suis très bien entendue, et donc on a travaillé ensemble sur deuxième ouverture que m'a permis le genre, c'est l'ouverture sur la famille, qui pour moi aussi est un domaine de femme et auquel je ne voulais absolument pas entrer. Ça ne m'intéressait pas du tout, la famille, et surtout pas parler des enfants, du travail domestique, etc. Mais là, en travaillant sur la fabrique familiale de l'excellence, on a travaillé sur les normaliennes scientifiques, j'ai trouvé la recherche passionnante, et je trouve que là, le genre nous a permis de découvrir des mécanismes propres à la fabrication de ces trajectoires d'exception, en montrant notamment que dans ces familles, ces familles qui produisaient des femmes scientifiques d'exception étaient des familles égalitaires, qui élevaient, non sexistes, qui élevaient de la même manière les filles et les garçons. Donc ça, c'est un résultat évidemment qu'on ne pouvait pas trouver si on n'avait pas cette lecture du genre.
et qu'on ne pouvait pas trouver non plus par des enquêtes statistiques. Donc deuxième ouverture sur genre et école. Et puis bien entendu, j'ai aussi dans les mêmes moments travaillé à contester, parce que je discutais beaucoup avec Roger Establet, qui m'a initié à la sociologie, qui était prof à Aix, de l'autre côté de la voie ferrée, où était mon laboratoire. Et lui avait écrit un article, le premier en 88 dans la revue économique, sur la réussite scolaire des filles, ce fait social majeur qui a été repris dans le bouquin avec Baudelot en 91, voilà. Et moi, j'adorais ceux qui découvrent ça, mais ce que je n'aimais pas, c'est leur explication qui est reliée à la domination masculine, de dire c'est parce qu'elles sont dociles, c'est la docilité scolaire, c'est parce qu'elles sont bonnes élèves, elles répondent aux réquisites de l'école, elles sont bien sages, elles se tiennent tranquilles, c'est pour ça qu'elles sont bonnes élèves. Puis quand ça devient vraiment sérieux et qu'il y a de la compétition, là, elles disparaissent. Je détestais cette hypothèse, j'ai dit c'est pas possible qu'on explique un fait social majeur de rupture par une docilité séculaire des femmes quand même. Donc j'ai essayé de montrer que donc, puisqu'il y avait un changement historique, il y avait aussi un changement dans les façons d'éduquer les filles et dans leurs aspirations. Et j'ai parlé d'insoumission discrète à propos de ces filles ingénieures, mathématiciennes, etc. Des filles qui investissaient dans l'école pour échapper justement à cette domination, à cette mise à l'écart et à l'enfermement domestique et pour aller sur le marché du travail. Donc, alors après, elles les valorisent plus ou moins bien, mais je pense que c'était pour ça qu'elles étaient bonnes à l'école, c'est pas pour répondre bien gentiment aux injonctions des professeurs. Donc, ça c'est le deuxième domaine où vraiment l'approche de genre m'a fait bouger les choses et les lignes. Et le troisième domaine, c'est donc sur les ingénieurs. Ça, c'est quand j'étais à Paris, au centre Maurice Elvax, que j'ai travaillé avec des collègues comme André Grelon, un historien des ingénieurs qui m'a beaucoup apporté, qui m'a d'ailleurs beaucoup soutenu pour cette recherche sur les femmes ingénieures. Et là, d'emblée, quand on a fait ces enquêtes, j'ai essayé d'introduire dans les enquêtes la famille de nouveau, mais du côté des hommes. Parce qu'on dit toujours, les femmes, elles ont toujours une famille, mais les hommes, non, ils n'en ont pas, ils ont un travail, les hommes. Hein. Ils n'ont pas cette chose de femme qui est la famille. Alors donc, j'ai fait poser des questions sur est-ce que vous avez une femme, une conjointe, comment ça se passe avec elle quand vous devez bouger, changer de métier, etc. Comment vous négociez ça, comment ça se passe quand il y a des enfants, comment ça se passe, etc. Et mes collègues m'ont dit, ah non, tu ne vas pas poser ces questions, tu vas nous mettre toute l'enquête en l'air, quoi, c'est pas possible. Mais j'ai dit, mais essayons, on verra bien. Et en fait, ils étaient ravis de parler de leur vie privée, et j'ai découvert aussi que c'était pas toujours si simple, même quand leur femme travaillait pas, ils étaient obligés de négocier avec elle voulait pas toujours bouger n'importe où, et j'ai donc un peu insisté sur l'histoire de double carrière, et j'ai découvert aussi que du côté des couples homogames, où les deux étaient ingénieurs par exemple, quelque chose qui m'a assez frappé et que je trouve désolant, hein, j'avais beau être une aptitude optimiste, là c'est bien la domination masculine, c'est le tabou de la supériorité financière de l'épouse. Et la financière est professionnelle. Et tabou qui conduit au fait à la peur du divorce. C'est-à-dire que les femmes n'osent pas aller trop loin dans leur carrière parce qu'elles ont peur que le mari ne le supporte pas et le divorce. Et j'ai rencontré à l'inverse, depuis j'ai fait des enquêtes au CNRS, des femmes qui ont divorcé parce que justement elles ont dépassé leur mari qui l'a pas supporté. Donc franchement ça c'est on s'inquiète de ces. Béate disait les femmes aiment la domination masculine, mais c'est vrai que c'est pas si simple parce que ça crée du côté des hommes des résistances. Les hommes ne sont pas tellement favorables non plus toujours à l'émancipation des femmes, des résistances sérieuses. Ah oui, alors autre développement récent, c'est que ça c'est aussi pas mal inspiré par les travaux de Michel Ferrand, mais aussi de Michel Boson, sur l'amour et la sexualité. Alors ça aussi, pour moi, c'était des trucs, alors absolument pas au départ, non, le travail, les salaires, etc. L'amour, bon. Et puis, finalement, dans cette approche sociologique de l'amour que Michel Boson développe, ou dans cette approche critique de la sexualité que Michel Ferrand développe avec Nathalie Bajoz, là, ça me plaît, je retrouve vraiment des choses qui m'éclairent sur, non, oui, l'amour est bien l'opium des femmes. Ça, c'est vraiment un vrai problème, le fait, alors par exemple, ce que décrit Boson de ces femmes qui, aujourd'hui encore, bien qu'elles aient dépassé les hommes en études, elles préfèrent toujours des hommes plus grands qu'elles. En taille, j'entends, bien sûr, en prestige, etc., mais qu'elles ne peuvent désirer des hommes que s'ils sont plus grands qu'elles, ça pose quand même question, et aussi sur ces croyances très, très, très ancrées, y compris chez les femmes les plus diplômées, que les hommes ont plus de désirs sexuels que les femmes, elles en ont moins, elles peuvent donc, etc. Bon, il y a encore des lieux de résistance comme ça, terribles, qui peuvent expliquer aussi certaines impasses de l'égalité et de l'évolution homme-femme. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.
Merci Catherine pour cet hommage non seulement au genre, mais aussi aux passeurs et aux passeuses du genre. Nous allons maintenant donner la parole Achille Audorchet, qui est économiste à l'Université libre de Bruxelles, et à l'IWEPS. Merci beaucoup. Donc moi, je vais essayer de répondre à la question centrale de cette table ronde en partant de l'androcentrisme en économie, que je vais essayer d'illustrer un petit peu par des exemples autour du travail et de la pauvreté. L'approche de genre dans la recherche économique se heurte à l'aveuglement au genre, au gender blindness, des approches traditionnelles qui se basent sur ce concept d'un agent masculin, rationnel, représentatif et qui ainsi ne parviennent pas à reconnaître les différences entre hommes et femmes. L'absence de théorie, de méthodologie, d'indicateurs genrés en économie et l'absence d'approche genre dans les cours qui sont dispensés par les écoles où les économistes sont formés, contribuent à reproduire une situation où les politiques économiques et de l'emploi, nonobstant le fait qu'elles ont des impacts différenciés sur les hommes et les femmes, ignorent systématiquement ces dimensions du genre dans leur analyse et leur formulation. De nombreux économistes féministes ont développé des recherches visant à reformuler les théories, les méthodologies et les modèles économiques traditionnels, parvenant ainsi à inclure le genre comme catégorie analytique et à examiner plus en profondeur les effets des mesures de politique économique, sociale, de l'emploi sur les relations entre les sexes. C'est ainsi que les conséquences désastreuses de cet aveuglement au genre sur les perspectives économiques des femmes, sur leur perspectives sur le marché du travail, la qualité de leur emploi, leur niveau de vie, leur risque de pauvreté ont ainsi été étudiées. Avec Daniel, nous avons essayé de contribuer à ce courant en questionnant cette hypothèse forte d'une mise en commun et d'un partage intégral des revenus au sein des ménages. Une hypothèse forte qui est héritée de l'approche néoclassique où le ménage était considéré comme une boîte noire agissant comme un seul homme qui, en altruiste, essayait de maximiser l'utilité considérée comme tout à fait homogène des différents membres de son ménage. Une hypothèse, enfin, qui sous-tend l'analyse et la mesure traditionnelle de la pauvreté depuis les premiers travaux de Gary Becker. Alors, cette hypothèse, non seulement ne tient pas compte des nombreux conflits potentiels au sein de cette unité que constitue le ménage, mais aussi suppose un niveau de dépendance, d'interdépendance qui, sur le marché, serait quasi naturellement considéré comme une entrave à l'efficacité à la liberté d'échange. Alors, pour montrer à quel point cette hypothèse de mise en commun et de partage égal des revenus au sein des ménages masque la vulnérabilité particulière des femmes face à la pauvreté, en entérinant les différences entre hommes et femmes face à la pauvreté dans cette grosse boîte noire qu'est le ménage, nous avons fait l'hypothèse inverse d'aucun partage du tout des revenus au sein des ménages. Et effectivement, dans les 9 pays que nous avons inclus dans notre analyse, à savoir la Belgique, la France, le Luxembourg, la Suède, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Pologne, l'Autriche, je pense que j'ai fait le tour. Le fait de calculer le risque de pauvreté sur base des revenus individuels plutôt que sur base des revenus du ménage double, voire triple le risque encouru par les femmes, alors que pour les hommes, ça ne change guère les choses. Le statut d'activité est la caractéristique qui influence le plus le risque de pauvreté des femmes. L'écart entre les revenus du travail des travailleuses à temps partiel et à temps plein s'élève à 58% en Belgique. En France, on est à 54% et en Grèce, le rapport descend à 31%. Le travail à temps partiel contribue donc largement à précariser les femmes, une précarisation qui se manifeste aussi au moment du départ à la retraite.
Il faut donc au moins travailler à temps plein pour se prémunir du risque de pauvreté. Toujours en nous basant sur les revenus individuels, nous avons pu observer qu'en Belgique, les travailleuses à temps plein ont un risque de pauvreté de 4%. Ce risque fait plus que tripler pour les travailleuses à temps partiel, pour atteindre 14%. Il est plus que 10 fois plus élevé pour les chômeuses, à 42%, presque 12 fois plus élevé pour les femmes retraitées, à 46%, et il est multiplié par 20 pour les autres femmes inactives, atteignant un taux de 79%. L'analyse du lien entre le travail et le risque de pauvreté au niveau individuel permet de distinguer la pauvreté qui résulte de bas revenus et la pauvreté qui est engendrée par l'appartenance à un grand ménage. Autrement dit, la définition de la pauvreté au travail, qui se base sur le revenu du ménage, mesure la proportion de travailleurs qui sont pauvres parce qu'ils ont en charge d'autres membres de leur ménage. Au contraire, quand le risque de pauvreté au travail est évalué à partir du revenu individuel, ce qu'on mesure, c'est la proportion de travailleurs qui perçoivent une rémunération ou des allocations sociales qui sont insuffisantes. Sans surprise, selon la définition ménage, le pourcentage d'hommes travailleurs pauvres dépasse généralement celui des femmes travailleuses pauvres. En revanche, quand c'est le revenu individuel qui sert de référence pour le calcul, l'inverse s'observe, la proportion de femmes travailleuses pauvres dépasse largement celle des travailleurs pauvres. Ce qui est logique et ce qui est en rapport avec la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires, alors que le calcul au niveau du ménage masque totalement cette précarité liée au travail. Alors, les implications politiques de tout ceci sont évidentes. Comment lutter contre la pauvreté des femmes si on la cache en l'enfouissant au sein d'un ménage? Comment renforcer l'autonomie financière des femmes en les cantonnant dans des emplois à temps partiel et en faisant dépendre leurs droits sociaux et le niveau de leurs prestations sociales de la configuration de leur ménage? En effet, les implications politiques peuvent être très différentes selon qu'une approche individuelle ou du ménage soit utilisée. Dans l'exemple des travailleurs pauvres, une des politiques à mener, si on utilise l'approche classique du ménage, pourrait être celle du contrôle des naissances, alors que la mesure individuelle suggère, quant à elle, des politiques relatives au salaire minimum, à la stabilité de l'emploi. Pour conclure, s'engager dans une perspective féministe à la fois théorique et pratique signifie contester des connaissances qui excluent, tout en donnant l'impression d'inclure, en faisant l'hypothèse que lorsque nous utilisons ce terme générique « homme », nous entendons aussi les femmes, comme si ce qui est vrai pour les groupes dominants doit aussi l'être pour les femmes et les groupes opprimés. Merci beaucoup. Merci Schiele Oderschee, vous êtes formidable, hein, vous tenez dans le temps imparti, c'est très sécurisant pour nous aussi qui animons. Je donne maintenant la parole à Ariane Payet qui est économiste à l'Institut national d'études démographiques. Merci Tania. Donc comment l'analyse genre et travail a pu modifier mon objet de recherche? Donc je vais moi aussi un peu détourner la question. En effet, mon principal champ de recherche est celui de l'analyse des inégalités de genre sur le marché du travail, analyse quantitative, en articulation avec les inégalités dans la famille. Travaillant à l'INED, donc l'Institut national d'études démographiques, un institut pluridisciplinaire sur les questions de population. Donc j'ai investi un nouveau champ de recherche, celui des migrations et de l'intégration des immigrés et de leurs descendants sur le marché du travail, et de leurs descendants notamment sur le marché du travail. Et dans ce cadre, j'ai plutôt mobilisé les outils de l'analyse genre et travail. Alors on va voir dans ce que je vais présenter que la question de la visibilité statistique de ces populations, qui pour nous quantitativistes est très importante, a fortement contribué à l'évolution du champ.
Alors, l'adoption d'une perspective de genre dans le champ des recherches sur la migration est relativement récente. Même si les femmes ont de tout temps émigré, la domination des hommes, dans les migrations a longtemps fait consensus. Tributaire de la figure des travailleurs immigrés, la recherche sur l'immigration ne s'intéressait pratiquement qu'aux hommes. Et l'image de l'homme seul, migrant pour des raisons économiques, est restée prégnante dans les représentations de l'immigration, même lorsque l'immigration de travail a cessé et que les femmes ont bénéficié de mesures de regroupement familial pour rejoindre leurs conjoints. L'immigration de femmes n'était vue que comme un phénomène marginal de second rang. À l'exception de rares chercheuses qui s'intéressaient à la place spécifique des femmes dans le processus de migration, les migrantes étaient uniquement pensées comme des épouses de travailleurs migrants et seuls leurs comportements familiaux étaient marque d'intérêt. Leur affectation aux emplois domestiques, aux emplois de la confection ou comme travailleuses à domicile renforçait cette invisibilité, notamment pour les statisticiens pour qui ces formes de travail sont très difficiles à saisir. La perspective de genre a gagné le champ des études des migrations en France lorsque les femmes migrantes ont gagné en visibilité. 3 facteurs ont joué en cette direction. D'abord, la féminisation continue de la population immigrée du fait de la progression du regroupement familial. Ensuite, elle tient à l'arrivée plus fréquente de femmes migrant de façon autonome pour poursuivre leurs études ou pour travailler. Les travaux centrés sur les projets de femmes actrices de leur migration, sur leurs expériences dans l'emploi, se sont alors développés. Enfin, cette plus grande visibilité est liée à l'arrivée sur le marché du travail des femmes de la 2e génération. Les filles issues de l'immigration, mieux dotées en termes de diplômes que leurs mères et que leurs frères, ont en effet largement investi l'emploi. Cette intrusion dans la sphère publique a définitivement changé le regard sur les populations issues de l'immigration. Mais encore fallait-il pouvoir observer ces populations. Thomas nous a rappelé ce matin comme compter était important pour compter. En France, jusque dans les années 1990, la visibilité statistique des descendants d'immigrés interdisait toute étude quantitative sur leur situation, pour les hommes comme pour les femmes. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 90 que les grandes enquêtes de la statistique publique ont introduit de plus en plus fréquemment des questions sur le pays et la nationalité de naissance de leurs parents. Et donc ça a permis de lever cette limite. Donc cette possibilité nouvelle de repérer la population des descendants d'immigrés dans les enquêtes a contribué au développement des analyses sur les inégalités et les discriminations racistes dans l'emploi notamment. Et en fait, on a utilisé, moi comme d'autres, les outils utilisés pour mesurer les discriminations sexistes sur le marché du travail pour rendre compte des discriminations raciales. Donc c'est beaucoup de travaux d'économistes, de démographes et de sociologues quantitativistes, souvent des travaux pluridisciplinaires, qui ont permis de mettre à jour des discriminations raciales très fortes dans l'accès à l'emploi. Ils ont mis en évidence des barrières très fortes à l'accès à l'emploi non précaire, une très forte ségrégation professionnelle. Mais une fois que cette barrière de l'accès à l'emploi franchie, on n'observe pas d'inégalité de salaire pour les descendants d'immigrés par rapport aux natifs. Ces travaux ont aussi souligné l'hétérogénéité en fonction de l'origine des parents. Donc les descendants d'immigrés issus des anciennes colonies étant les plus vulnérables au chômage. Alors, si les outils de mesure sont semblables entre discrimination raciste et sexiste, les formes que prend cette discrimination sont très différentes. Et en outre, il est impossible actuellement de mettre à jour dans les entreprises cette discrimination, dans la mesure où on ne peut identifier ces populations. Et donc, il est, par un effet d'entraînement, impossible de mettre en œuvre des politiques d'égalité pour lutter contre les discriminations racistes. Alors, ces premiers travaux portaient sur l'ensemble des immigrés et leurs descendants, hommes et femmes confondus.
Donc ils analysaient parfois hommes et femmes de façon parallèle. Donc l'étape suivante a été d'analyser les interactions entre les discriminations racistes et sexistes. Donc cette interrogation s'inscrit dans la problématique de l'intersectionnalité qu'on a beaucoup évoquée aujourd'hui. Donc ce concept, on l'a dit, proposé en 1989 par la juriste Kimberlé Crenshaw, donc il s'agit d'étudier les situations où plusieurs motifs de discrimination, de sexe, de race, de classe sociale, d'orientation sexuelle ou d'handicap agissent et interagissent de manière inséparable. Donc on l'a vu ce matin, cette problématique occupe une place centrale dans la littérature féministe américaine. Elle est aussi devenue centrale dans la dernière décennie dans les travaux académiques français. Alors, il faut néanmoins souligner qu'en France, ça a été également dit, les travaux pionniers de Daniel Kergoat ont très fortement marqué. Donc, les questions d'intersectionnalité sont au cœur des réflexions contemporaines, notamment chez les jeunes chercheuses et chercheurs. L'intégration des problématiques raciales dans les travaux sur les rapports sociaux de sexe a contribué au décloisonnement des approches des discriminations racistes et sexistes. Elle a aussi contribué à l'analyse critique des études de genre. Elle participe en effet à la mise en avant de l'hétérogénéité du groupe des femmes, mais pas seulement en termes de classe. Elle participe aussi à la mise en évidence des rapports sociaux de domination au sein des femmes. Les recherches en termes d'intersectionnalité sont encore émergentes. Donc pour terminer, je souhaiterais évoquer des pistes de recherche que cela soulève. Donc d'abord, le concept est un peu fourre-tout et il reste à approfondir le questionnement théorique sur l'intersection des rapports sociaux de sexe et de race. Se pose aussi pour nous quantitativistes la question de l'opérationnalisation de cette approche intersectionnelle. Donc les études quantitatives ont surtout comparé les trajectoires professionnelles des différents groupes, donc les hommes racisés, les femmes racisées, les hommes non racisés, hommes racisés, femmes non racisées, femmes non racisées. Ces travaux sont encore exploratoires et la mesure du croisement des rapports sociaux reste difficile. Reste aussi à travailler davantage sur les discriminations liées au genre par les hommes issus des minorités. La combinaison des travaux qualitatifs et quantitatifs permettra sans doute de surmonter ces difficultés. J'espère m'orienter dans cette direction. Merci beaucoup Ariane. Je passe la parole à Hyacinthe Ravet, qui est sociologue et musicologue à l'Université Paris-Sorbonne et membre de l'IREMUS. Merci. La création et les arts, il s'agit d'un domaine qui a été très longtemps réfractaire à l'analyse en termes de travail d'une part et en termes de genre d'autre part, et donc bien sûr à l'approche articulée des deux. De premiers travaux ont porté sur les femmes artistes avec des historiennes de l'art, des historiennes pionnières comme Linda Nochlin, qui entreprend en 1970 de déconstruire la question « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?» J'aimerais citer une autre approche, celle de l'histoire culturelle et l'étude des représentations, en France notamment à propos du cinéma dans les années 1990 avec des chercheuses comme Geneviève Sellier par exemple. Or, poser la question des artistes femmes, c'est ouvrir la boîte noire du génie et du don, pensée comme universelle, alors que bien sûr ces conceptions sont à la fois andro- et ethnocentrées. C'est aussi pouvoir analyser la construction des vocations et penser les métiers artistiques finalement comme des univers de travail avec leur hiérarchie. D'où un apport tout à fait essentiel et marquant des recherches croisant travail et genre pour les premiers travaux sociologiques en ce domaine, dont les miens bien sûr, sachant que quand moi j'ai commencé à travailler sur ces questions dans le courant des années 1990, chez les sociologues, cela paraissait comme quelque chose de tout à fait exotique. Il y avait bien sûr depuis longtemps des travaux en sociologie du travail, mais en sociologie de la culture, interroger les femmes et travailler sur la musique, ça paraissait vraiment comme quelque chose d'assez futile. Et du côté des musicologues, c'était un impensé au sens où la musique était évidemment un domaine pur et absolument pas touché
était censé, on est bien d'accord, ne pas être touché par ces considérations de différence entre hommes et femmes. Or, cet apport donc essentiel et marquant des recherches, donc croisant travail et genre, ça l'a permis notamment d'analyser la place respective des hommes et des femmes au sein des professions artistiques et de montrer la très forte répartition des rôles, notamment entre création et accompagnement de la création, sachant qu'on a plutôt situé, ou voire dans certains discours, toujours situé les femmes du côté des muses, des égéries, des compagnes, donc accompagnant la création, et absolument pas comme de véritables créatrices. Cela a permis aussi, donc cet apport de l'analyse croisée genre et travail, cela a permis d'étudier les processus de construction différenciée des carrières entre hommes et femmes, et j'en donnerai tout à l'heure un exemple à propos des chefs d'orchestre. Cela a permis aussi de faire le lien avec la sphère familiale, comme évoquait tout à l'heure Catherine Marie, à la fois en termes d'apprentissage, qui peut être très précoce, par exemple dans le milieu de la musique dite classique, mais aussi dans la distinction entre amateurisme et professionnalisme, sachant que les arts sont un domaine extrêmement féminisé dans l'apprentissage et de très longue date historiquement, mais constituent les femmes du côté de l'amateurisme et pas du professionnalisme. Ou encore aussi au regard des rôles distincts des hommes et des femmes dans la pratique artistique, par exemple dans les couples d'artistes, où pour beaucoup de femmes artistes, il faudra avoir une femme pour pouvoir être reconnue et que ses œuvres soient reconnues et pouvoir créer. Quatrième apport essentiel et marquant de ces recherches, cela a permis aussi d'interroger plus avant la construction de la valeur artistique, tant esthétique qu'économique, en montrant combien les canons et les critères d'appréciation des œuvres sont bien sûr loin d'être neutres, et en particulier du point de vue du genre, mais on pourrait en dire tout autant du point de vue de la race ou de la classe. Ça a permis donc d'interroger ce que l'on appelait les chefs-d'œuvre. Donc très concrètement, puisque c'était la question qui nous était posée aujourd'hui, quels ont été les apports dans le domaine artistique des concepts et de théories croisant donc genre et travail, et bien notamment celles qui ont permis de pointer du doigt la division sexuée du travail artistique. Et je pense ici notamment à un article pionnier de Dominique Passier sur les plasticiens et les plasticiennes, paru en 1983, vraiment l'un des premiers, qui montrait combien il y avait des différences de carrière et une division sexuée et sociale du travail, mais aussi que ça se jouait dans les choix esthétiques, c'est-à-dire quel type d'œuvre on peint, si on est du côté du figuralisme ou de l'abstraction par exemple. Ça l'a permis aussi de pointer du doigt les processus de reconnaissance différenciés entre hommes et femmes, avec un autre article pionnier, celui de Monique de Saint-Martin, sur la place des écrivaines dans le champ littéraire, qui est paru en 1991 par exemple. Et puis, depuis le début des années 2000, on constate un foisonnement des recherches qui s'appuie notamment sur les travaux du MAGE, ceux de Margaret Marouani, Catherine Marie, Jacqueline Laufer ou d'autres, qui permettent de montrer notamment l'analyse des phénomènes de ségrégation horizontale et verticale dans le domaine des arts, des professions artistiques, où le plafond de verre ne s'exerce finalement avec une puissance décuplée, même par rapport à d'autres univers de travail. Mais cela a permis aussi l'étude des héritages genrés et des facteurs positifs dans la construction des trajectoires de pionnières, ce qu'évoquait tout à l'heure Catherine Marie. Autant de recherches qui ont directement irrigué les miennes sur les musiciennes, puisque là aussi, on est dans des domaines où finalement le temps des pionnières n'est pas encore révolu pour certaines, et je pense ici aux chefs d'orchestre en particulier. Cette articulation entre genre et travail a eu bien entendu des effets sur mon domaine de recherche en général. C'est-à-dire que conjugué à d'autres travaux qui ont montré combien l'art était un travail et une activité collective, donc bien loin des représentations que l'on en a généralement, comme quelque chose de purement individuel et finalement doté qui nous vient d'une descendance divine, d'une certaine manière. Alors on pense bien sûr à des travaux comme ceux de Howard Becker, qui ont montré combien l'art était un travail collectif, mais l'approche articulée du genre et du travail a montré aussi combien l'artiste était avant tout un être sexué, et pour le dire clairement, un homme blanc d'origine sociale plutôt élevée. Cela a donc permis d'approfondir la connaissance de ces professions, et je disais aussi donc sur la manière dont se construit la valeur d'une œuvre, mais cela permet aussi de mettre en lumière combien finalement les liens entre des pratiques telles qu'elles s'exercent à une époque, avec des variations dans le temps, puisque je n'ai pas le temps d'y revenir, mais par exemple à propos des compositrices, il y a eu beaucoup de moments extrêmement difficiles et de fermeture, mais aussi des moments et des espaces dans lesquels elles ont pu s'exprimer, faire jouer leurs œuvres, et puis ensuite c'est les
silence de l'histoire, hein, pour reprendre l'expression de Michel Perrault, c'est-à-dire qu'on a oublié finalement leurs œuvres et on les a effacées d'une histoire de la musique, par exemple. Donc les liens essentiels entre des pratiques et des représentations dans des domaines où le symbolique est vraiment consubstantiel à l'activité. Et donc pour moi, c'est extrêmement important d'articuler toujours cette double dimension entre le social et le symbolique, en particulier donc pour ces univers. Et s'il me reste encore juste une petite minute, je crois, j'aimerais juste évoquer donc tout petit peu plus avant cette question des chefs et des chefs d'orchestre, comme j'aurais pouvoir aimé l'écrire dans mon ouvrage qui vient de paraître, mais où mon éditeur m'a dit non, on n'écrira pas avec 2 FE, chef d'orchestre, c'est pas possible. Donc là aussi, hein, il y a encore du travail. Et bien finalement, j'étais partie donc dans cette analyse de ce qu'est un orchestre au travail, hein, la manière dont se construit collectivement une interprétation musicale. Le genre n'était pas, j'avais choisi que ce ne soit pas la porte d'entrée première dans cette analyse, à l'inverse d'autres travaux que j'ai menés auparavant où c'était vraiment sur musiciens, musiciennes. Mais ça s'est vraiment révélé comme un analyseur social d'une ampleur majeure, en mettant justement en lumière les attendus d'une telle situation. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un chef sur un podium qui dirige une assemblée de musiciens? Cela a permis de questionner énormément d'évidence sur ce type de situation où on pense que c'est le chef seulement qui dirige la plupart du temps, mais aussi la manière dont on conçoit le pouvoir et la manière dont on peut envisager son partage, en montrant évidemment, comme dans la société en général, mais peut-être encore plus fortement dans ces univers de la création musicale, combien on a de fortes résistances sur ce partage du pouvoir et du pouvoir créateur. Voilà, et donc la toute petite note avec laquelle je voulais terminer, c'est que eh bien, pour les chefs aujourd'hui en France, il n'y a aucune femme à diriger un ensemble professionnel permanent, hein, de ces grandes institutions, la trentaine d'institutions, mais beaucoup qui dirigent beaucoup d'autres ensembles avec d'autres formes et d'autres manières de gérer le pouvoir au sein avec les musiciens, et que donc la production culturelle pour moi est aussi un des lieux qui contribue à remettre en question les stéréotypes sexués, à subvertir des images qui enferment hommes et femmes dans des rôles convenus et notamment au travail, à proposer d'autres visions du genre. Donc finalement il y a à la fois de très fortes résistances mais aussi des ouvertures à d'autres possibles. Merci. Merci Hyacinthe. Nous passons maintenant la parole à Rebecca Rogers, qui est historienne à l'Université Paris-Descartes et membre du CERLIS. D'abord, un grand merci aux organisatrices de m'avoir invité à participer à cette table ronde qui m'incite à penser les liens entre mon champ d'expertise, qui est l'histoire de l'éducation, et l'approche articulée genre et travail. En tant qu'historienne des femmes, la question du genre et du travail me travaille, si je peux dire, depuis le début de ma carrière professionnelle dans les années 1980. Influencée par la lecture de Scott and Tilley, Femmes, Travail, Famille, les travaux de Michel Perrault, ceux de Marlène Cacquot ou de Leonore Davidoff et Catherine Hall, j'ai conçu l'éducation comme l'un des domaines privilégiés où les femmes travaillent et gagnent leur vie au XIXe siècle. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à la figure de la femme enseignante qui navigue entre sphère privée et sphère publique. Et j'ai emprunté le concept de rapports sociaux de sexe pour penser la manière dont elles affirment leur place dans la société. Dans mes recherches sur l'éducation des filles de la bourgeoisie en France, j'ai beaucoup étudié l'évolution des représentations du travail des enseignantes, mais aussi les caractéristiques sociales des femmes qui s'engagent dans cette profession pendant le XIXe siècle. J'ai traqué notamment les directrices de pensionnats lorsqu'elles s'installent à la tête de leurs petites entreprises. Derrière le discours sur les femmes mères et épouses, on trouve des femmes qui revendiquent des formations et des diplômes, des femmes qui construisent l'enseignement des filles comme un travail de femme. Ceci m'a poussé à privilégier une histoire sociale des enseignantes au détriment d'autres approches comme l'éducation familiale ou l'analyse sexuée des savoirs scolaires, comme a pu le faire Nicole Mosconi. Pour répondre un peu plus longuement à la deuxième question sur les répercussions des méthodes croisées genre et travail sur mon domaine d'études, je voudrais m'appuyer sur mon dernier livre qui est une biographie de Madame Luce, une institutrice qui travaille en Algérie au XIXe siècle.
Donc, Madame Luce commence sa carrière comme institutrice dans l'Indre-et-Loire dans les années 1820 et acquiert une certaine notoriété comme la fondatrice de la première école pour jeunes filles musulmanes à Alger en 1845. À partir d'un fonds d'archives très riche, j'ai montré comment cette femme, d'origine modeste, a mobilisé des réseaux saint-simoniens pour inscrire son projet d'école dans la mission civilisatrice française. Je me suis intéressée au discours sur cette mission civilisatrice et les rapports de force entre Madame Luce et les autorités coloniales pour inclure les femmes dans les efforts de fusion civilisatrice, comme on le disait à l'époque. Mais j'ai croisé l'analyse du fonctionnement de l'école et l'action de Madame Luce comme gérante, en quelque sorte, d'une entreprise scolaire. En abordant le genre du travail enseignant, j'ai mieux aperçu à quel point l'école arabe française de Madame Luce est un lieu de travail pour les enseignantes et les élèves. Les sources montrent en effet à quel point la question du travail est au cœur du projet scolaire en situation coloniale pour les femmes. Madame Luce lutte constamment pour assurer un niveau de salaire conséquent, aussi bien pour elle-même que pour ses sous-maîtresses françaises et arabes. D'autres l'ont montré avant moi, mais il est important de noter que la vocation enseignante dans les colonies est aussi rémunérateur pour les femmes comme pour les hommes. Plus intéressant cependant, l'on voit comment l'ensemble des rapports sociaux au sein de l'école est marqué par les questions économiques. L'école est organisée comme une école mutuelle avec des monitrices plus âgées qui gagnent un peu d'argent pour leurs activités lorsqu'elles prennent en charge l'enseignement de petits groupes. Ces jeunes filles touchent l'argent pour leur monitorat et les introduisent dans un marché de travail inédit pour les filles à cette époque. Mais surtout, toutes les élèves travaillent dans l'école. Elles produisent des foulards, des mouchoirs, des vêtements arabes, comme on dit. Et elles touchent en échange des sommes d'argent ou sont rémunérées en espèces. En m'intéressant aux caractéristiques du travail enseignant, j'étais emmenée donc à penser cette articulation entre travail et travail manuel au sein de l'école. Depuis le début, l'école propose des leçons dans les rudiments, l'arabe, le français, mais aussi des travaux manuels et notamment la broderie. D'emblée, les travaux de broderie font entrer l'économie du travail au sein de l'école, puisqu'il faut acheter le matériel avec lequel les élèves travaillent et ensuite revendre les produits du travail scolaire. Madame Luce met en place une caisse d'épargne pour ses élèves et met dans cette caisse une partie du produit de vente des objets fabriqués. Mais à partir de 1861, les autorités cessent de financer l'école et donnent la même somme d'argent pour l'école à des bourses d'apprentissage dans le domaine de la broderie de luxe, lesquelles se transforment en ouvroirs. Les jeunes filles n'apprennent plus le français, mais elles apprennent à broder. Et l'école ouvroir accueille non seulement des élèves en apprentissage, mais aussi des ouvrières qui viennent trouver du travail au sein de l'établissement, et ce, jusque dans les années 1912. Cette évolution montre la manière dont les rapports de force entre hommes et femmes ont pu évoluer dans l'Algérie coloniale des années 1850 et 1860. Suite à l'opposition des notables arabes à la scolarisation des filles, Madame Luce est obligée de privilégier la transmission d'apprentissage professionnel qui oriente alors les filles vers un marché du travail, un marché touristique qui est très peu étudié pour le moment en Algérie. J'aimerais terminer cette réflexion sur le lien entre travail, genre et éducation par quelques remarques plus générales. L'éducation, comme le travail, est tiraillée par des tensions très similaires lorsqu'on s'intéresse à l'émancipation des femmes. L'éducation scolaire et familiale est le lieu d'un réservoir presque infini de messages conservateurs qui font comprendre aux filles qu'elles sont le deuxième sexe. Comme dans le monde du travail, les rapports sociaux de sexe qualifient le travail féminin comme travail d'appoint ou alors l'ignorent totalement. Dans ce sens, le croisement du genre avec l'éducation et le travail permet de mettre à jour les mécanismes de domination. Pour ma part, cependant, j'ai toujours considéré l'éducation aussi comme une force d'émancipation. C'est dans ce sens que j'ai abordé le processus de professionnalisation du métier d'enseignante comme un processus permettant aux femmes une forme d'indépendance économique et une capacité d'agir.
Les travaux manuels des jeunes filles algéroises peuvent se lire comme une activité qui renforce la domination masculine et l'assujettissement aux normes de genre. Mais je propose une autre lecture complémentaire qui questionne les effets à long terme d'un apprentissage de techniques artisanales permettant de gagner sa vie. Dans le contexte colonial algérien, marqué par de multiples inégalités de race, de classe, de sexe et de nationalité, on doit s'interroger sur la hiérarchie des biens scolaires qui privilégie l'apprentissage du français sur la broderie, une hiérarchie construite par les acteurs de l'époque, mais aussi implicitement par les chercheurs. En somme, il me semble que nous avons encore beaucoup à apprendre sur les effets du travail manuel féminin en situation coloniale, et cela oblige en particulier à mieux cerner ses conséquences sexuées sur le marché du travail, où pour le moment les femmes restent bien invisibles. Merci. Merci Rebecca. Nous allons maintenant donner la parole à Tang, de son nom, Xiao Tsing de son prénom, qui nous vient donc de l'université Huasheda, l'université de l'Est de la Chine, et elle sera traduite par Justine Rochaud. Merci à l'organisateur de marche d'avoir m'invité. Je vais parler en chinois. 我将谈一谈，就是对劳动和社会性别问题的研究如何推进对目前中国转型社会学及共产主义文明研究的思考。转型社会学是近些年来中国大陆一支有影响力的社会学研究者队伍所提出来的一个研究的框架和分析的视角。当前中国正经历的重大的变迁被称为社会转型，转型始于改革开放以来原有的计划经济体制向市场经济体制的这个转变。其基本的意涵当然包括了经济、政治、社会和文化的制度性变革。 Alors, je souhaiterais aujourd'hui revenir rapidement sur la manière dont la sociologie du travail et du genre me permettent de réviser, de faire avancer les réflexions sur la sociologie de la transition et les recherches sur ce que l'on appelle dans la sociologie chinoise contemporaine la civilisation communiste. La sociologie de la transition, donc, est une perspective d'analyse, un cadre de recherche qui a été mis en avant ces dernières années en Chine par un groupe de sociologues très influents. Alors, la Chine faisant aujourd'hui donc expérience d'une période de grands changements que l'on appelle une période de transition sociale, on entend par là, donc par transition, la manière donc dont la transition a commencé avec des réformes économiques dans les années 80 et le passage donc d'un système d'économie planifiée vers le système actuel de marché. Et on comprend par là, donc par cette transition, les mutations systémiques, aussi bien économiques, politiques, sociales et culturelles qui sont liées à cette transition. 在这样一个分析框架下，这些学者提出应该将社会主义、共产主义作为一个特殊的文明来理解，来以破解其内在的机制和逻辑，并且在文明转折的意义上研究中国当下的社会转型，也就是从社会主义社会转型向市场经济的社会。因此，关于中国共产主义实践过程当中所产生的文明是什么，如何在市场条件下进行转变和延续。 其转型的过程特征与机制是什么？权力、市场与社会的互动关系是什么？这些问题就变得成为亟待要解释的重要问题，尤其是关于共产主义社会的这段历史的文明的这个问题，至今为止研究还相当极为不足。 Alors, suivant cette approche, les chercheurs avancent qu'il faut approcher le communisme comme une forme de civilisation bien précise, dont il faudrait décrypter le système et la logique interne, et ainsi analyser les mutations actuelles de la société chinoise sous l'angle de la transition civilisationnelle, à savoir du passage d'une société socialiste vers une société d'économie de marché.
Partant de là, donc, quelle est cette civilisation produite par la mise en pratique du communisme chinois? Comment mute-t-elle ou se perpétue-t-elle face au marché? Quels sont les processus, les formes, les spécificités de cette transition? Quelles relations le pouvoir, le marché et la société entretiennent-ils? Autant de questionnements donc, qui demandent une réponse urgente, notamment concernant la civilisation communiste, encore très peu étudiée par les chercheurs chinois jusqu'à aujourd'hui. 从劳动和社会性别的角度来看，共产主义时期的一个重要的意识形态就是劳动的平等参与和妇女解放。然而，可以发现，在城市社会当中，国家将女性建构成为一个低薪的、不稳定的就业的劳动力蓄水池，这是我博士论文所研究的内容。在单位当中，等级化、差异化的职业路径也始终存在，男性和女性遵从着不同的这个职业路径。女性处于技术等级的低端，那这样一种就是劳动的性别隔离，事实上是经济变革之后，女性成为首批下岗群体，以及男女的性别收入差距不断扩大的一个基本的背景。Du point de vue du travail et du genre, donc deux grandes idéologies marquent la fin de la période communiste, à savoir la participation égalitaire au travail et la libération des femmes. Toutefois, donc, en étudiant de manière plus approfondie ces questions, on se rend compte que dans les sociétés urbaines, l'État a fait des femmes un réservoir de force de travail peu coûteux et instable. Et c'est le sujet donc, de ma thèse. Au sein des unités de travail, par exemple, demeurent de très fortes différenciations, hiérarchisations dans l'accès au travail, et les femmes restent au bas de l'échelle technique des unités de travail. De plus, d'après les réformes économiques, après les réformes économiques, les femmes ont représenté le premier gros contingent des licenciés des entreprises d'État. 与此同时，在国家利益、家庭和个人解放的这样一个价值序列当中，国家或者集体主义的经济建设始终高于家庭生活与女性个体的这个解放的需要。我最近的研究发现，在社会主义的生产伦理下，家庭生活被严重的压缩，传统的家庭关系被调动起来，以完成儿童抚育、家庭劳动、家务劳动等无偿性的工作。事实上，在经济紧迫的时期，那么在经济热膨胀的时期，国家基层的执政党鼓励家庭当中的老年女性，尤其是就是父权制家庭当中的婆婆来辅助来承担抚育儿童的这样一种工作和家务劳动，并劝导年轻女性让渡部分的家庭当中的管理权，也以最大程度的能够投入到国家需要的这样一个经济建设当中去。Ainsi, donc, dans le contexte où un ordre de valeurs était opéré entre les intérêts de l'État, la famille et la libération de l'individu, la construction économique du pays ou du collectivisme a toujours primé sur la vie familiale ou sur le besoin des femmes en tant qu'individus. Mes recherches récentes ont ainsi montré que sous la morale socialiste, la vie familiale avait été réduite. Les relations familiales traditionnelles ont été mobilisées pour l'élevage des enfants, le travail domestique et autres types de travaux non rémunérés. En réalité, pendant la période la plus intense de la construction économique, les instances de base du parti d'État ont encouragé les femmes d'âge moyen au sein des familles, et notamment les mères des maris, à prendre en charge l'élevage des enfants et les travaux domestiques. Ils ont également exhorté les jeunes femmes à transférer une partie de leur pouvoir de gestion au sein de la famille, afin que celles-ci puissent, dans la plus grande mesure possible, s'engager dans des heures de travail supplémentaires pour l'État. 在经济衰退的时期，女性则被鼓励转向家庭照料的这个角色。因此，从这样一个角度来看，劳动和社会性别的视角有助于我们进一步理解共产主义文明形态下的工作伦理和劳动体制。那么近些年来，在中国对于工人阶级的讨论当中，关于工作条件、工作伦理以及家庭生活的分析，我认为是不够的。关于女性和劳动的共产主义实践的这个研究，能够更好地帮助我们探明为何在经济变革之后，两性在劳动力市场当中的这个差距急速的扩大，以及在今天除了全球化背景之下的这个全球化处境之外，为何中国普遍的存在过度工作、过劳以及家庭生活缺失的这样一种现状。
Or, pendant les périodes de ralentissement économique, les femmes ont été encouragées à retourner à leur rôle d'aidant familial. Ainsi, de ce point de vue, les approches en termes de travail et de genre nous aident à mieux comprendre les principes et la structure entourant le travail sous la civilisation communiste. Ces dernières années, en Chine, dans les débats relatifs à la classe ouvrière, les analyses en termes de conditions de travail, d'éthique du travail et de vie familiale demeurent à mon sens insuffisantes. Et je pense pour ma part que les recherches portant sur les effets de la mise en pratique du communisme sur les femmes et le travail peuvent être d'une grande aide pour examiner, en dehors du contexte de la mondialisation, pourquoi sont encore très répandus en Chine travail en intérim, surtravail et déficience de vie familiale, et pourquoi d'immenses différences dans le travail entre les deux sexes demeurent même après l'ouverture économique. 事实上，由于那个时期现代家庭生活、儿童权益与母亲主体性的价值并未建立起来，正当性未建立起来，所以经济变革之后，这些问题在成功主义的资本主义伦理和新的社会机制的交织下，呈现出延续深化的特点。En effet, donc à cette époque-là, la légitimité de valeurs telles que celle de la vie familiale moderne, de droits et d'intérêts des enfants ou de la mère comme sujet à part entière n'avait pas encore été affirmée. Mais après les réformes économiques, ces questions ont émergé et se sont développées, approfondies, avec l'idéologie de la réussite développée par le capitalisme du nouveau système social. Ainsi, dans ce sens-là, le capitalisme de la Chine d'aujourd'hui est un capitalisme qui porte en lui les caractéristiques héritées de l'histoire socialiste. 最后几句就是这方面的研究也有助于我们理解国家或者是权力的运作形态以及国家与社会的这个互动关系。事实上，在中国公民社会缺失的背景下，在个人和国家的关系当中，家庭成为一个重要的中介机制，以缓解社会问题，以缓解社会问题，控制政治秩序。而女性的劳动在其中扮演了关键性的角色。在社会主义时期，他们的这个灵活性的劳动构建了一个社会主义的铁饭碗的体制，确保了当时的这个社会稳定。那么在文革时期，解决这个知青返城的问题当中，母亲的这个工作让渡成为一个很重要的一个就是条件。那么在今天的话，家庭当中的相互责任进一步被强化。那么女性在家庭当中的无偿的这个劳动起到了重要的作用。另外，在我最新的研究当中，女性也成为就是国家向传达意识形态以及从事群众工作的一个重要群体，成为国家维稳体制当中的一个重要的一个部分。Enfin, donc, les recherches sur le travail et le genre aident également à approfondir notre compréhension du fonctionnement de l'État, du pouvoir, ainsi que les relations mutuelles entretenues entre l'État et la société. En réalité, dans un contexte de manque de société civile, dans la relation entre l'État et l'individu, la famille est devenue une importante structure intermédiaire d'atténuation des tensions et de contrôle social. Et le travail des femmes joue là-dedans un rôle central. Ce sont donc leurs revenus bas, la flexibilité de leur emploi et leurs travaux domestiques non rémunérés qui ont soutenu le système et l'idéologie du bol de fer de la période socialiste. Et elles sont donc devenues aujourd'hui des conditions sine qua non de la stabilité sociale et sont notamment, comme ces dernières recherches l'ont montré, devenues notamment des outils pour l'État, des outils intermédiaires pour l'État, pour empêcher par exemple des gens d'aller porter plainte auprès de l'État central ou alors je me perds, ou alors d'apaiser les gens victimes d'injustice sociale. Et donc, oui. Voilà. Pardon, désolée. Merci beaucoup. On va essayer d'avoir Merci à toutes les intervenantes d'avoir joué le jeu, donc d'essayer ce jeu de réflexivité sur leur propre parcours de recherche et d'avoir montré comment les questions donc, et les travaux sur genre et travail avaient rencontré leur sphère de recherche, donc sur l'éducation, la pauvreté, la famille, la ville, l'amour, l'émigration, l'art, l'État et la civilisation communiste. Donc merci pour avoir montré tout cela. Et nous pouvons maintenant prendre quelques questions avant la pause. Bonjour et merci pour vos interventions. Je suis médecin de santé publique et j'aurais aimé poser des questions à propos de la première intervenante. Vous aviez noté, je travaille là-dessus, sur les femmes victimes de maris violents. C'est pas un choix en fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant des
travaux qui sont faits en psychotraumatologie au départ par le professeur Louis Kroc, qui est général aux armées, et qui a observé ce qui se passait à la guerre du Vietnam et qui a extrapolé les mécanismes physiologiques qui se passent au niveau cérébral. Et puis, j'ai aussi apprécié en musicologie, parce que je ne sais pas si il y a le docteur Philippe Renaud, qui est psychiatre et anthropologue et sexologue, que je connais, qui avait fait un livre très beau sur le génie et la folie. Donc, il reprend le pourquoi il y a plus d'hommes. Et je travaille aussi là-dessus, sur qui sont génies que les femmes. En fait, c'est des choses physiologiques, hormonologiques, qui un peu quand même médicales. Merci. Excusez-moi, on va prendre des questions courtes et on les prend toutes ensemble avant de répondre. Merci beaucoup. Donc, je voudrais faire bon, premièrement, un remerciement à tout le monde pour les interventions qui sont super intéressantes et les réflexions sur les parcours. Et je voudrais faire une remarque. J'espère que ça va éliciter des réponses, mais c'est une remarque sur la structure de notre façon de raconter nos parcours. Parce qu'on le fait un bon scientifique, un bon scientifique par rapport à la littérature que nous avons lue, les textes que nous avons utilisés pour nos recherches. J'étais très frappée par la présentation de Catherine Marie, qui était racontée un peu autrement en termes des personnes qu'elle avait rencontrées et les moments de rencontre avec certaines personnes qui ont influencé son parcours et sa façon de penser. Et d'après moi, d'après mes expériences, cette façon de raconter nos rencontres est la vérité. On change nos objets de recherche en partie en fonction de ce genre de rencontres, ce genre de fréquentation, ce genre d'expérience, soit pendant la formation, soit par rapport à rencontre même dans les colloques. Donc, et pour moi, c'est important de le dire parce que ça met l'accent sur l'importance des institutions comme le MAJ, où ce genre de rencontre devient possible. Donc, c'est dans cette histoire que nous voyons l'importance de toutes les rencontres et les ateliers et les événements que le MAJ a organisés et les autres féministes qui ont organisé pendant ces mêmes années, parce que ça a rendu possible ce genre de rencontres. Donc, c'est plutôt une remarque pour insister sur l'importance des institutions et les lieux de rencontre et les lieux de fréquentation, mais aussi juste peut-être un petit rappel en fin de carrière que souvent, ce n'est pas la littérature qui nous influence, mais c'est plutôt nos fréquentations et nos amitiés. Oui, merci. Je voudrais vous poser une question à propos du choix du partenaire par les femmes et de ces critères imaginaires qui semblent encore très stéréotypés et traditionnels. Mais en revanche, il y a un autre point qui me semblerait intéressant, c'est d'étudier quelle est la perspective professionnelle différentielle entre les femmes et les hommes sur un projet d'enfant. C'est-à-dire pas du tout les contraintes d'une famille déjà créée et tout ça, mais avant même de trouver un partenaire, est-ce que pour les femmes, le fait de penser comme un projet qui leur tient à cœur d'avoir un enfant ou des enfants ne donne pas une certaine limite à leur perspective professionnelle, et parce que ce n'est pas tellement un partenaire sexuel et amoureux, c'est tout simplement un partenaire parental potentiel. Et je ne suis pas convaincue. Et ça, c'est une question qui va sans doute devenir très importante ultérieurement.
eu égard à l'évolution des statuts de la famille et des individus, eh bien, la même question posée à un échantillon représentatif d'hommes, même s'il n'écarte pas la possibilité d'avoir des enfants et qu'ils le souhaitent, ça n'aura rien à voir avec la façon dont ils imaginent leur carrière professionnelle. Ça, c'est une chose qui me semble devoir devenir assez importante. Merci. Tania, encore ? Oui, je voudrais donc demander à développer les approches de genre en économie. Alors ça a été évoqué par Syl Oderschall, donc à propos donc, de la pauvreté, mais bon, on a évoqué le manque d'analyse sur les indicateurs. Alors je pense qu'en termes d'indicateurs de richesse, ça a progressé, alors peut-être pas grâce aux hommes et aux économistes, mais aussi à des sociologues. Enfin bon, il y a Jean Gadret comme économiste ou Dominique Méda comme sociologue, hein, mais par ailleurs, j'aimerais, moi, c'est qu'il y ait vraiment une approche de genre qui se développe sur les nouvelles formes de travail, parce que là, on parle essentiellement de travail salarié, mais il y a une nouvelle forme de travail qui se développe, c'est l'économie du partage et l'économie collaborative, hein. On parle beaucoup d'Uber, mais on parle Airbnb. J'aimerais bien savoir quel est l'impact justement de ces nouvelles formes de travail, hein, qui sont absolument informelles actuellement, en termes de travail domestique, quel impact ça a. Bon, on sait que les femmes font 60-80%, mais aussi en termes de conditions de travail, il y a le statut, la protection sociale aussi, et puis en termes aussi de financement de cette protection à travers la fiscalité, quoi. Donc là, il y a vraiment une approche de genre à développer en matière de nouvelles formes de travail, donc d'économie collaborative. Merci. Je crois qu'on n'aura jamais le temps de répondre à toutes les questions, donc désolée d'en poser une de plus. Par rapport justement aux commentaires que vous avez fait sur la façon de raconter son parcours avec l'intérêt porté aux relations et aux rencontres et à la dimension subjective et d'engagement, je me demandais si vous pouviez me donner quelques pistes sur un travail qui aurait pu être fait sur la voie particulière, la voie différente pour citer Gilligan, en termes de philosophie, la création artistique, hein, quand vous avez mentionné la question du génie ou de la créativité, il y a une voie singulière des philosophes féminines qui me paraît intéressante. Je me demande s'il y a eu un travail de fait sur la posture d'engagement et de mise en jeu du soi personnel dans le travail philosophique par rapport au travail des femmes. Okay. Une dernière question, s'il vous plaît, pour qu'on puisse ensuite répondre. La voie spécifique des subjectifs. Non, mais il y a une différente oui, bonjour. Je suis psychosociologue. Merci pour toutes les interventions. J'aurais une question très courte adressée notamment à Ariane Payet, dont j'ai vraiment beaucoup aimé l'exposé, qui faisait allusion à une recherche pluridisciplinaire, si j'ai bien compris, sur le lien entre immigration et inégalité, et sur la difficulté que vous aviez pointée de rendre visibles ces inégalités pour les descendants des immigrés. Je ne sais pas si la recherche pluridisciplinaire a aussi associé des chercheurs qualitatifs. Voilà. Est-ce que vous avez aussi posé des hypothèses sur l'invisibilité rendue par les idéologies et les représentations sociales également, et en dehors des chiffres? Merci. Donc si vous voulez bien, on va... Désolée, on va faire un premier tour de réponse, sinon elles vont se perdre. Il me semble qu'il serait intéressant de revenir sur la question individualisation, familialisation des droits. C'est le problème soulevé par la question de la pauvreté. La question de l'individualisation versus familialisation des droits à propos de la pauvreté. Il me semble que c'est une question que l'on traîne depuis fort longtemps et qu'il faudrait abonder un peu de façon approfondie. Parce que l'individualisation des droits est mal... Le terme est connoté individualisme, alors que la femme est un sujet de droit, et on devrait arriver à construire autour de la notion d'individualisation et le principe d'égalité. Merci. Alors, qui veut répondre? Ariane, Yacine, Rebecca, Catherine. Allez, Catherine.
Et moi, j'ai rien à dire. Non, je voulais juste, alors je profite qu'on me donne la parole, parce que c'était très court et c'était un peu stressant, et effectivement j'ai un peu mis l'accent, au départ je voulais faire mon topo sur le genre passeur de frontières disciplinaires, frontières thématiques, frontières nationales, bon, et finalement j'ai fait les passeuses du genre, ou les passeurs, et j'en ai oublié deux essentiels aujourd'hui, c'est quand même Marguerite Mariani et Jacqueline Laufer et toute l'équipe du MAGE, qui m'ont depuis 20 ans conforté, accueilli, soutenu dans ces thématiques qui étaient, comme je l'ai dit, accueilli gentiment, mais pas avec enthousiasme dans mon labo, et ça m'a permis de m'affirmer. Voilà, je les remercie, je profite, il fallait quand même que je le dise. Mais je n'arrive pas, par ça, à répondre aux questions, j'avoue franchement. Je me sens un peu démunie devant les questions qui ont été posées. Alors moi, je vais répondre à une question qui ne m'était pas posée. Donc il y a eu une question sur le projet d'enfant et en quoi ça limitait les perspectives professionnelles. Bon, alors dans une autre partie de mes travaux, j'ai beaucoup travaillé sur l'effet des enfants sur les carrières des hommes et des femmes. Alors en France, les femmes qui veulent pas d'enfants sont extrêmement rares. Hein. Donc la majorité des femmes veulent des enfants. Et en fait, ce qu'on constate, c'est pas tellement une anticipation de la naissance. L'effet sur les carrières, c'est vraiment à partir des naissances qu'il y a une rupture des carrières professionnelles et pas tellement d'anticipation. Donc il y a plutôt un processus où les femmes vont faire carrière avant d'avoir des enfants, repousser l'âge de la naissance du premier enfant, et c'est cette naissance qui va ensuite conduire à des carrières différenciées entre hommes et femmes. Pour la deuxième question qui m'était posée sur les recherches pluridisciplinaires, alors c'est plutôt des pluridisciplinaires entre quantitatifs, avec des démographes notamment, et sociodémographes de l'immigration. Enfin, moi je suis tout à fait persuadée de l'enrichissement mutuel des approches qualitatives et quantitatives. Et là, j'ai participé tout récemment à une soutenance de thèse dirigée par Margaret, où justement, la jeune docteure mobilisait à la fois des matériaux qualitatifs et quantitatifs sur la perception des discriminations et qui montrent de façon très juste comme les discriminations de sexe et de race sont tout à fait perçues différemment par les hommes et les femmes. Oui. Alors, vas-y. Pour rebondir sur la question des rencontres, je voulais juste dire que le MAGE comme espace d'échange entre disciplines avec d'autres nationalités, je pense qu'on l'a vu de façon très très marquante ce matin, mais que ça s'inscrit dans une longue durée de conversations et de rencontres entre femmes dans l'histoire, et que c'est vrai qu'il y a toute une histoire maintenant des rencontres autour des congrès féministes, la manière dont on partage le savoir qu'on a sur sa situation, les premières revues d'histoire, la première revue féministe anglaise créée dans les années 1850 et 60 passe beaucoup de temps à raconter l'état du travail des femmes dans d'autres pays dans le monde. Il y a donc vraiment cette volonté très très tôt qu'on va aller vers un monde meilleur en sachant mieux la condition de nos consoeurs. Et donc je pense que c'est important de s'inscrire dans cet héritage-là. Voilà. Moi, j'avais envie de faire un tout petit écho aussi à ces deux questions qui viennent d'être évoquées. Sur la question des rencontres, je crois que c'est aussi ce que permettent justement les rencontres, c'est de prendre certaines questions qui peuvent paraître complètement anecdotiques ou futiles, mais de les prendre au sérieux. Du coup, de se rendre compte que de poser, par exemple, la question, finalement, comment se fait-il qu'il y a beaucoup de filles et de jeunes filles à apprendre à jouer de la musique, et finalement, on n'en trouve pas dans des lieux, des espaces professionnels, ou très peu, comme des orchestres professionnels, par exemple. Et à un moment donné, cette question qui paraît incongrue ou peu intéressante, finalement, c'est parce qu'il y en a d'autres, ou vous discutez avec d'autres, et notamment dans ce réseau MAGE, que finalement, ce genre de questions, on vous dit non mais... Enfin,
où vous vous dites, on se dit c'est tout ça dans un échange qui se joue, qu'on se dit finalement là il se joue des choses bien plus fortes qu'on retrouve ailleurs, mais qui sont aussi exacerbées d'une autre manière, etc. Voilà, donc c'est cet aspect de questions qui ont finalement plus d'implications qu'on peut l'imaginer à l'origine. Et par rapport à cette question aussi du projet d'enfant, ce à quoi ça renvoie, je trouve, pour le domaine de la création artistique, c'est pendant très très longtemps, et toujours encore aujourd'hui, j'étais à un colloque lundi dernier, et un étudiant qui me dit en toute bonne foi, mais de toute façon, les femmes sont quand même beaucoup plus intéressées par la procréation que par la création. Leurs intérêts supérieurs, elles le mettent ailleurs. Voilà.